Tech Co, la quotidienne, l'invité. Stan Larocque, qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir dans Tech Co, un fidèle invité en quelque sorte. Salut Stan. Bonsoir, merci. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. On se tutoie dans la vraie vie, donc on va se la jouer franc jeu. Stan est fondateur et PDG de Lynx. Je le disais, si vous suivez un peu Tech Co, vous avez suivi l'aventure de Stan Larocque depuis tous ces derniers mois, voire toutes ces années, puisque tu es le fondateur donc de Lynx, PDG de cette société, qui a une ambition incroyable de créer, en fait, et tu as créé ce masque de réalité virtuelle et augmentée qui est sur le plateau, qui est pas fabriqué en France, mais qui a été conçu ici en France par une équipe française. Absolument. Absolument. Donc là, effectivement, on a fait cette version 1 qui sort d'usine. On continue là, les livraisons cet été. C'est fou. La semaine dernière, je suis très content. On a signé une commande de 9000 casques avec un client français. Je ne peux pas encore dévoiler le nom, mais on a des très belles perspectives devant nous, à la fois pour cette version 1. Depuis l'été dernier, on travaille sur la version 2 qui est pour un peu plus tard. Donc on a à la fois un beau produit et une ambition et une roadmap bien claire et bien définie, malgré un secteur qui bouge beaucoup et de plus en plus. Ouais. Oui, parce que évidemment, alors là, tu rentres dans la cour des grands, tu combats, enfin en tout cas, tu es sur le même ring de Meta avec ses Quest, Apple avec son Vision Pro, même si c'est un produit qui est beaucoup plus cher que le tien. Alors, vous êtes combien à bosser aujourd'hui chez Lynx ? Alors aujourd'hui, on est 25, il y a 25 ingénieurs, essentiellement à Paris. On a aussi un bureau à Taïwan, justement, pour tout ce qui est production. Là, sourcing des composants, j'imagine. Sourcing des composants, etc. Enfin, c'est aussi là-bas que ça se passe, faut le dire. Mais voilà, toute la conception est faite à Paris. Et il faut comprendre que, on est en train de grossir. On a fait plusieurs levées de fonds. Et là, on est en train de continuer sur cette voie-là. C'est vrai que l'ambition peut paraître un peu folle, mais en fait, à 25 personnes, on a quand même su faire la différence et créer un peu un acteur européen qui a toute sa place dans cet écosystème, même si on parle des plus grosses sociétés de la planète. Je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer, et la preuve, c'est qu'on est encore là, et que ces gens-là, on les connaît très très bien, ils nous connaissent aussi très bien. Et vous êtes respecté dans le milieu, c'est-à-dire que... Voilà, alors on est peut-être pas aussi connu en France qu'aux États-Unis ou au Japon. C'est là où on fait plus de chiffre d'affaires, où il y a vraiment une maturité sur ces objets qui est supérieure, il faut le dire, à ce qu'on connaît en France et en Europe sur ces questions-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de fabricants et de contenus. Mais voilà, on est vraiment sur la carte. On a réussi à placer un acteur, et je pense que ça va continuer ces prochaines années. On va essayer de créer ce champion européen des technologies immersives. Mais la vie d'un entrepreneur, surtout dans le hardware, n'est pas un long fleuve tranquille, Stan. Alors non, c'est compliqué parce que non, François, il faut beaucoup d'argent pour créer ce type de casque, il faut lever des fonds, et ça a été compliqué ces derniers mois. Alors ça a été extrêmement compliqué, ça a été horrible, et très honnêtement, si j'avais su à quel point c'était dur, je l'aurais pas fait. On va se dire les choses clairement, mais en même temps... Alors que c'était ta passion et ta volonté dès le départ de faire un masque. Et ça l'est toujours. Et ça l'est toujours. La motivation est toujours à 200%, malgré... En fait, quand je vois ce que les gens font avec notre casque, c'est incroyable. Quand il y a des astronautes qui s'entraînent avec, ou des techniciens, des chirurgiens, etc. C'est incroyable. On ne peut pas s'arrêter. C'est un objet qui fait partie du futur. Il faut qu'on ait un acteur européen là-dessus, avec notre vision qui est la nôtre sur certaines de ces technologies. Donc, on ne va pas s'arrêter. C'est pas parce que effectivement des fonds d'investissement... Alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que tu es venu plusieurs fois nous voir. Oui. À chaque fois, tu disais, on va boucler notre levée de fonds, ça y est, il y a de l'argent qui va arriver. Il y a eu des promesses de beaucoup d'argent. Oui. Et cet argent n'est jamais arrivé. Alors, effectivement, maintenant, on est plutôt tourné vers les États-Unis que vers de l'argent européen, voire français. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Clairement, en fait, je pense que je suis au mauvais endroit pour faire ce que je fais, d'un point de vue financier. Il y a eu, je pense, peut-être que j'arrive pas à incarner ce que je fais, peut-être que je pitche mal. Il y a beaucoup de remises en question aussi. Te connaissant, tu incarnes très bien ce que tu fais, et s'il y a bien quelqu'un qui peut expliquer tout ce qu'il y a comme technologie d'innovation dans ce casque, c'est toi. Oui, mais je prends un peu aussi de responsabilité sur n'y arrive pas. Oui. Mais clairement aussi, on peut l'expliquer par le fait que aujourd'hui, les fonds d'investissement tels qu'ils sont répartis, publics ou privés en France, n'ont pas
on n'est pas dans la thèse d'investissement classique des fonds français. Il faut le dire. Voilà, je vais dire des gros mots, mais on fait du hardware. C'est hard, c'est dans le mot quand même. On fait de la VR, ça fait peur au marché financier. Il ne faut pas dire que ce soit un franc succès pour Meta, qui a une stratégie très consumer et qui brûle encore énormément d'argent. Voilà, il y a beaucoup de signaux qui font que peut-être les fonds d'investissement... Oui, mais d'un côté, il y a Apple qui se met sur le marché. C'est plutôt ça un signe positif et optimiste. C'est incroyable. Parce que si Apple investit des milliards là-dedans et qu'ils sortent un masque, c'est qu'il y a une raison. Je me souviens... pour donner une anecdote, l'année dernière, avant la sortie du Vision Pro qu'on a débattu ensemble le soir de la sortie, 2 mois avant, j'étais avec notre ami Jean-Michel Jarre, on expliquait à des acteurs du financement public ce qui allait se passer dans ce secteur et pourquoi c'était important pour la France et pour l'Europe d'être positionné là-dessus et qu'on était a priori le bon candidat. Et je me souviens très bien leur avoir dit le 9 juin, Apple va annoncer son cas, ça va se passer comme ça, il faut absolument qu'on garde une longueur d'avance. Et ça passe par des investissements, bien sûr. Et ça passe par des investissements. Et malheureusement, je n'ai pas encore de nouvelles à vous partager là-dessus. Je ne pense pas en avoir ni dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que ce que je disais, je suis en train d'orienter ma levée de fonds toujours en France, mais aussi aux États-Unis, où là-bas il y a une bonne compréhension. Une maturité peut-être aussi plus forte de ce marché. C'est pas non plus pour dévaloriser les acteurs du financement français qui sont là, qui financent d'autres activités, parfois très belles, etc. On peut s'en féliciter. Il se trouve que je suis un peu dans un angle mort, on va dire. Et aujourd'hui, on n'est pas très très fier en fait de la teneur autour de notre sujet. Alors qu'on parle évidemment de souveraineté, de localisation, on parle de consumer électronique en France, en Europe, avec notre niveau de censure, avec notre App Store. Mais voilà. Mais ça ne suit pas derrière. Ça ne suit pas tout à fait. On y viendra. Bon, aujourd'hui, le carnet de commandes est bon. Le carnet de commandes est plein à craquer. Je n'arrive pas à produire tout ce que je vends. Est-ce que ça suffit pour les produire, ces masques, tous ces appareils ? Ça ne suffit pas forcément, mais on a suffisamment de contrats de services ou d'accompagnement ou de customisation dans la défense ou le médical ou des cas d'usage où on est vraiment très très bon avec ce casque qui a été conçu pour ça. Donc on est on a de quoi tenir, on a de quoi poursuivre la production, pas au niveau auquel on le veut forcément, mais on montre du chiffre d'affaires, on montre que les gens veulent notre produit. Même si on est 25 dans le 19e arrondissement de Paris, on a réussi ce pari déjà complètement fou. J'ai commencé cette société dans ma chambre d'étudiant à Montreuil, en bricolant avec du carton et du scotch et ce que j'avais sous la main. Rien que d'arriver jusque là où on est, pour moi, c'est déjà un rêve qui s'accomplit. C'est énorme ce qu'on a réussi à faire avec Qualcomm, avec nos partenaires. C'est dingue. Donc là, il y a plusieurs centaines de masques qui vont être livrés cet été, c'est ça ? Tout à fait, oui. Là, on a des palettes, on a 400 casques qui arrivent et qui vont être distribués à des gens qui attendent parfois depuis un long moment. Donc voilà, la production continue, on est très contents. Ouais. Et le software continue de se mettre à jour et franchement commence à rivaliser avec les autres plateformes. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent à nous et qu'on les connaît si bien, parce qu'en fait, c'est un tout petit monde. Tout ça dans un contexte où, je le disais, Apple accélère. Alors même si on ne peut pas dire que le Vision Pro soit un immense succès de par son prix déjà, il est à 4 000 €, il sort là le 12 juillet. Est-ce que tu penses que ça peut changer les choses ? Alors, le fait qu'il sorte là en France ? La sortie en France, on va être honnête, je pense pas, ne va pas peser dans la balance commerciale d'Apple sur ce produit. Je pense que c'est très facile de critiquer facilement Apple, surtout sur un pari aussi risqué. Il faut quand même saluer le fait que ils viennent donner une dynamique à cet écosystème juste en se positionnant. Et puis il faut aussi comparer, je pense, ce produit. Ils arrivent à légitimer aussi ce type d'appareil. Oui. Voilà, en fait, ils envoient un signal très fort à Wall Street et à tout un tas d'autres milieux en disant il y a un marché là. On y va. Et donc, il y a ce premier produit qui s'appelle le Vision Pro. Donc, vous pouvez vous attendre à un Vision pas Pro pour septembre 2025. Voilà, c'est déclaré ici. Et ça, tu es sûr, dans septembre 2025, il y aura un Vision pas Pro moins cher. C'est dans le pipe. C'est ce qui circule, c'est ce qui est dans le pipe. Ils vont clairement sur un produit qui va être
un peu moins cher. C'est les seuls à pouvoir vendre un produit à 4 000 € et que, mine de rien, les gens l'achètent et en parlent autant. Mais évidemment, ils vont avoir le volume et un vrai succès, en fait, je pense, sur la prochaine génération qui s'approche des travaux que nous menons aussi chez Lynx en interne, en termes de hardware, de choix des composants, de résolution, d'optique, etc. Apple, c'est quand même un signal énorme. C'est beaucoup plus légitimement que Meta, en fait, qui est là depuis 8 ans dans l'écosystème et qui continue de brûler de l'argent. Ça continue un peu d'être le jouet de Mark Zuckerberg, alors que quand c'est Apple, on sait qu'ils sont là sur plusieurs générations. Le Vision Pro et ce qui suit derrière. Il faut se rappeler l'Apple Watch. Voilà, l'Apple Watch, c'était un peu similaire. C'était un produit qui a été considéré, même pour Apple en interne, comme un échec. La version 1, ils en avaient vendu que 7 millions d'exemplaires pour un produit à 400-500 €, pas 4 000 €. Voilà, là, ils sont là dans la durée pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et aujourd'hui, Apple est le premier fabricant de montres, en fait, dans le monde. Et aujourd'hui, l'Apple Watch, c'est plus gros que la Suisse en montres. Oui, voilà, c'est ça, c'est dingue, c'est incroyable. Voilà, je pense qu'il faut un peu boire de l'eau fraîche et voir ce qui va se passer ensuite. Oui, c'est un temps long, c'est un marathon, finalement. On lance un type de produit comme ça, et puis il faut attendre que la technologie permette de miniaturiser, d'alléger, en fait, toutes les technos, toute l'innovation qu'il y a dans ce masque-là. Tu parlais de Meta tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que Mark Zuckerberg est aussi sur un autre segment qui a l'air de décoller, c'est les lunettes connectées. Voilà. Tu as dû suivre ça tout comme nous. Et les Ray-Ban Meta commencent véritablement à décoller. C'est-à-dire que les ventes commencent à être bonnes. Je pense que même Mark Zuckerberg est étonné de ce succès. Tout ça parce que c'est l'intelligence artificielle qui arrive sur ces lunettes, c'est ça ? Alors, déjà, effectivement, les lunettes en soi, c'est plus un produit qui va rejoindre le lifestyle qu'un casque fermé, plus gros, plus cher, etc. Les lunettes, c'est un autre segment sur lequel nous, chez Lynx, on a fait le choix de ne pas y aller pour le moment, de ne pas y aller. Pour nous, c'est plus long terme. Pour Apple aussi, d'ailleurs, hein, même si Meta y va aujourd'hui. C'est un peu le Graal, la paire de lunettes connectées avec des projections devant les yeux. Je pense qu'il y a une grande partie de la population qui rêve d'avoir ces lunettes d'Iron Man qui pèsent 80 grammes et qui vous procurent la bonne information au bon moment, etc. C'est un peu un objet fantasme de la littérature aussi, de science-fiction. C'est un objet qui ressemble à un objet qu'on connaît bien. Donc c'est quelque part, c'est le Graal. Alors aujourd'hui, c'est pas possible de vouloir de créer ces lunettes un peu d'Iron Man. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est un relais de croissance énorme. Alors l'intelligence artificielle, notamment générative, c'est absolument énorme pour le secteur de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Les deux vont très bien se combiner ensemble, ça paraît naturel, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Typiquement, dans la périphérie de Lynx, on a des connaissances, des amis très proches, et typiquement, j'ai échangé récemment avec le CEO de Midjourney, l'IA générative, qui marche très très bien pour la génération d'images. Ils sont en train de travailler sur Midjourney 3D, c'est pas non plus un secret, et ça va très bien se marier avec l'univers de la VR. Ils ont même eux-mêmes recruté des anciens du casque d'Apple. Voilà, donc on sent que l'IA générative va trouver toute sa place et toute son expression dans les casques tels que ceux qu'on fait chez Lynx ou la concurrence. Il y a aussi cette IA générative, on va dire ChatGPT, qui arrive aussi sur des paires de lunettes, alors peut-être un peu moins connues, mais il y a la Ergo Vision, je ne sais pas si tu en as entendu parler, bien sûr. Qui est une paire de lunettes connectées et qui permet d'avoir des vrais dialogues, un peu comme d'ailleurs la Ray-Ban Meta, qui a eu une mise à jour aux États-Unis qui permet de pointer, par exemple, je ne sais pas moi, un monument ou un objet ou une assiette avec ce que vous êtes en train de manger et qui va vous décrire par l'audio ce qu'elle est en train de voir, ce que la caméra de la paire de lunettes voit. Alors, exactement. En fait, le côté multisensoriel des casques qui embarquent, ou des lunettes qui embarquent des caméras, un accéléromètre. Là, nous, on a 6 caméras sur notre version 1. Je vous laisse imaginer ce qui arrive après. Enfin, c'est les nouvelles plus Qualcomm, c'est jusqu'à 12 caméras. Enfin, c'est des choses phénoménales. Le fait qu'on va pouvoir nourrir et utiliser des IA qui vont se reposer sur la donnée captée via ces casques, c'est un challenge énorme en vie privée, et c'est bien pour ça que nous, on est là et qu'on doit rester là, mais c'est aussi des cas d'usage incroyables qui vont naître au-delà du chatbot, du prompt
qu'on a sur l'interface web. Là, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir lui pointer des choses, il va pouvoir nous générer des univers virtuels. Bien sûr, faire des traductions à la volée. Des sous-titres à la volée, on pourrait se parler dans des langages différents, ça va être incroyable. L'holographique, on murmure que Meta travaillerait sur une paire de lunettes encore plus sophistiquée avec des informations holographiques qui pourraient apparaître dans les verres. Tu y crois, ça aussi ? Alors en fait, il y a une convergence du hardware sur les puces, les caméras qui viennent un peu du monde du smartphone aussi. Tout le monde peut avoir accès au même hardware. Là où la différence va se faire, c'est dans l'optique. Et il y a des nouvelles frontières dans l'optique qui sont explorées. Donc, tu sais par exemple qu'on a une lentille très spécifique dans notre casque qui nous permet d'avoir un casque beaucoup plus fin que la plupart de la concurrence, etc. Mais l'optique, c'est vraiment là où il va y avoir une très très grosse différence. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est là où les geeks historiquement n'étaient pas bons. Hein. Il n'y avait pas d'optique chez les GAFAM. Il n'y avait pas cette notion de projeter une image autre que sur un écran indirect comme celui d'un smartphone ou d'une télé. Et c'est vraiment donc Meta investit beaucoup dans ces optiques holographiques. Donc ce qu'ils appellent holographique, en fait c'est pas vraiment le cas, mais c'est vraiment des nouvelles générations qui sont très excitantes, qui vont permettre je pense, de faire converger le format d'un casque et des lunettes. On va avoir des masques qui vont devenir un peu des masques de ski, voire même être encore plus fins. Et c'est un peu cette quête du Graal. Ça va passer énormément par l'optique et ça coûte extrêmement cher. Merci beaucoup Stan. Bonne chance à la suite de l'aventure Lynx. Allez sur Kickstarter si vous voulez précommander ce masque qui est disponible. Voilà, si vous avez été alléché par toutes les explications de Stan. Merci beaucoup.